Bonjour à vous mes chers psychocasses. Aujourd'hui on va s'intéresser au mécanisme de la résignation apprise. Je sais pas comment arranger ça. Je sais pas comment arranger toute cette merde. Alors on peut définir la résignation apprise, learned helplessness, comme le résultat d'un apprentissage dans lequel l'individu, l'animal, a fait l'expérience d'un comportement qui se rapproche du désespoir, du renoncement ou de la dépression. Ça arrive lorsque l'individu n'a aucune maîtrise sur les événements qui se produisent dans son environnement. On parle d'apprentissage car cette attitude résignée ou passive face à des situations imprévues hors de contrôle empêche l'individu d'agir de façon adéquate même lorsqu'il en a la possibilité. Cette résignation apprise peut se généraliser dans différents domaines, que ce soit professionnel, relationnel, personnel et surtout en temps de crise. Ce mécanisme il est très pernicieux car on s'y habitue et on ancre dans notre esprit que nous ne pouvons rien changer à la situation que nous vivons. Petite précision, la résignation apprise ne doit pas être confondue avec l'acceptation. L'acceptation, en me référant à la philosophie stoïcienne, est le fait d'accepter ce qui ne dépend pas de nous. Par exemple, lors d'une catastrophe naturelle comme un séisme qui viendrait détruire notre maison. La différence, elle se joue à ce niveau. J'accepte que mes souvenirs et mon toit fassent partie d'une page de ma vie qui s'est définitivement tournée et maintenant je décide de me focaliser sur le présent et l'avenir en cherchant un nouveau toit pour ma famille et moi. Donc l'acceptation permet de maintenir notre attention dans le moment présent et continuer d'avancer malgré les aléas de la vie. En revanche, la résignation apprise conditionne un individu à renoncer, à s'approcher du désespoir et ce, à chaque situation qui provoque de l'impuissance, que ce soit au travail, avec ses relations amicales, ses relations amoureuses et dans les moments de crise. L'une des études les plus tristement célèbres est celle de Meyer, Seligman et Overmyer faite sur des chiens. Dans ce paradigme, les auteurs ont procédé à un entraînement à la résignation apprise en 2 phases. Lors de la première phase, les chiens étaient conditionnés pendant toute une journée à recevoir des chocs électriques de façon répétée. Il y a 3 groupes de chiens. Le premier était un groupe entraîné, où les chiens étaient harnachés dans une cage et ne pouvaient pas échapper aux chocs électriques. Les chocs subis par le chien étaient hors de son contrôle. Le deuxième était un autre groupe où les chiens étaient placés dans une cage mais n'étaient pas harnachés. Ils pouvaient stopper les chocs électriques qu'ils recevaient avec leur museau en appuyant sur un bouton. Le troisième et dernier groupe était un groupe contrôle où les chiens étaient dans une cage, n'étaient pas harnachés et ne recevaient tout simplement aucun choc électrique. Quel a été l'effet de l'entraînement ? Alors, dans le premier groupe dit entraînés, chiens harnachés essayaient de s'échapper, hurlaient de douleur, puis finalement se résignaient. Lors de la deuxième phase, les chercheurs vérifiaient l'effet de l'entraînement appris la veille. Ils voulaient s'assurer que les chiens avaient appris la résignation. Pour ce faire, ils ont mis les chiens dans une shuttle box. Pour rappel, une shuttle box est une boîte divisée en 2 parties dans laquelle l'animal est encouragé à se déplacer d'un compartiment à un autre pour éviter un choc électrique délivré au sol. Donc les chiens étaient placés dans cette shuttle box où ils pouvaient facilement échapper au choc électrique signalé par un son en sautant d'un compartiment à un autre. Résultat, contrairement au groupe contrôle et à l'autre groupe, les chiens entraînés ne faisaient aucune tentative pour échapper ou éviter les chocs électriques. Ils se couchaient dans un coin de la boîte et subissaient les chocs électriques sans rien faire. C'est comme s'ils étaient convaincus qu'ils n'avaient aucun contrôle. Cette expérience a démontré que l'animal entre dans un état d'apathie, similaire à un état dépressif, et se conditionne à la résignation. Grosso modo, d'un point de vue clinique, cette résignation désigne la perte de confiance en ses propres capacités. Aucun effort, aucune tentative n'est mobilisé pour faire face à un événement inattendu et désagréable. Et cette tendance à se résigner est un mécanisme qui peut se généraliser rapidement dans plusieurs aspects de notre vie. Seligman ajoute que lorsqu'un événement traumatique arrive pour la première fois, il cause un état de peur très élevé. La peur continue jusqu'à ce que l'individu apprenne qu'il peut ou non contrôler l'événement traumatique. Si l'individu apprend qu'il peut contrôler le trauma, la peur est réduite et peut complètement disparaître.
Si au contraire l'individu apprend qu'il ne peut pas contrôler l'événement traumatique, la peur diminue pour laisser place à la dépression. Au passage, ne manquez pas la vidéo que j'ai faite sur le conditionnement par la peur, c'est quoi, dans laquelle je partage un outil psychologique pour faire face à la peur et donc augmenter le sentiment de contrôlabilité. Le moment de la vidéo où je partage l'outil psychologique se trouve au chapitre Explication Role Model à 15 minutes 47. Pour conclure, en 1975, Seligman a étudié les effets de la résignation apprise auprès de la population et a défini 3 conséquences principales que l'on retrouve auprès d'individus ayant vécu une expérience de résignation apprise. Première conséquence, l'individu a une difficulté à relier les actions effectuées et leurs conséquences, mais cette difficulté est perçue par l'individu comme grandissante car elle paraît de plus en plus incontrôlable. Par exemple, un étudiant peut se dire « Quoi que je fasse pour préparer cet examen, je n'aurai jamais la moyenne ». Une personne au chômage peut se dire « Peu importe le job pour lequel je postule, je resterai toujours au chômage ». Pour une personne célibataire, elle peut se dire « Peu importe la personne que je rencontre, je finis toujours dans une relation toxique ». Deuxième conséquence, la motivation s'amoindrit. Par exemple, un étudiant peut se dire « J'arrête de réviser car jusqu'à maintenant, je n'ai jamais réussi à avoir la moyenne, donc ça ne sert à rien ». Une personne au chômage peut se dire « J'arrête de m'appliquer pour mon dossier de candidature car jusqu'à maintenant, j'ai donné le meilleur de moi-même et je n'ai toujours pas décroché un seul entretien ». Pour une personne célibataire, elle peut se dire « J'arrête les rencontres car jusqu'à maintenant, ça s'est toujours mal passé. À quoi ça sert que je mette autant d'énergie pour rencontrer quelqu'un ?» Troisième conséquence, une augmentation des sentiments de déprime avec une forte baisse de la confiance en soi. L'étudiant peut se dire « J'ai envie d'arrêter mes études car je me sens bête, frustré et je me sens impuissant ». La personne au chômage peut se dire « Le chômage me fait sentir dépendant du système, ça me frustre d'entendre mes amis parler de leur travail, j'ai l'impression que je ne serai jamais à la hauteur de satisfaire les exigences pour un poste quel qu'il soit ». La personne célibataire peut se dire « Le célibat me rend triste, quand je me balade et que je vois des couples, je me demande qu'est-ce qui cloche chez moi, je ne dois pas être une personne attirante, une relation amoureuse n'est tout simplement pas faite pour moi ». Mais rassurez-vous, il existe toujours une possibilité de reprendre notre destin en main. Et cela commence par le sentiment de contrôlabilité qui se définit comme le degré de contrôle qu'un individu croit avoir sur le déroulement d'une activité et sur le résultat qui en découle. Grosso modo, pour casser cette attitude de résignation, il est nécessaire pour l'individu d'arrêter de se flageller par rapport à ses échecs et ses difficultés. Voici une piste de réflexion. Pour reprendre les différentes situations vues précédemment, en utilisant la visualisation, l'étudiant peut se remémorer des expériences scolaires de réussite et comprendre quelles stratégies lui ont permis de réussir ces différentes épreuves. Pour l'individu bénéficiant du chômage, se souvenir de la dernière fois qu'il a eu un emploi, qu'est-ce qui lui a permis de décrocher ce job? Est-ce que c'est grâce à son réseau, grâce à un stage, grâce à une offre spontanée, grâce à des certificats de travail qui ont mis en avant ses qualités? Pour la personne célibataire, se souvenir quelles qualités, quelles attitudes, quels comportements étaient fortement appréciés dans ses précédentes relations. L'enjeu est donc de permettre à l'individu de s'approprier les accomplissements qu'il a effectués grâce à ses compétences et d'intérioriser le lien entre action-résultat. Je suis capable de réussir mes études car je sais que j'ai les compétences pour achever ma formation. Je suis capable de décrocher un emploi car j'ai des certificats de travail qui démontrent mes différents accomplissements. Je suis une personne prête à m'engager pour construire une relation pérenne car j'ai des qualités qui favorisent une relation saine. Bien évidemment, il existe d'autres méthodes permettant d'avoir une approche plus personnalisée. Le but de cette vidéo a uniquement pour objectif de sensibiliser à la résignation apprise et d'apporter une piste de réflexion quant au sentiment de contrôlabilité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez surtout pas à me faire parvenir votre feedback par le biais d'un pouce, d'un commentaire et surtout en partageant cette vidéo à vos proches pour qui la thématique peut susciter un intérêt. Je me réjouis de vous retrouver lors de la prochaine vidéo et vous remercie pour l'attention que vous portez à cette chaîne. En attendant, je vous transmets mes meilleures vibrations. Prenez soin de vous les psychocasses et à bientôt.